Tu as une petite présentation, t'es prêt? Oui. Excellent. André-Philippe Lapointe est un étudiant à la maîtrise à l'UQAM. Son mémoire a pour titre La fin du super-héros, archétype du héros et son récit initiatique face à l'imaginaire de la fin dans le corpus d'Alan Moore. Bon, il faut que je lise ça, cette affaire-là. Il a publié plusieurs articles sur le site de Pop en Stock, entre autres Miracle Man, Le contre-coup de la métamorphose miraculeuse, Histoire de violence avec Walking Dead vs. Watchmen, Une époque éventrée, la société victorienne dans From Hell et Gun, et V aussi, V for Vendetta, des sociétés dépassées. De même, il n'est pas à son premier colloque. Merci d'être là. Merci à tout le comité organisateur. Est-ce que vous m'entendez bien quand même? Oui? Parfait. Je vais voir comme ça. Adapté. Parfait. Oh, ça. Je suis un peu grand. Merci. Probablement mieux. Vous m'entendez bien? Oui, c'est mieux ça. Super. Donc, bonjour à tout le monde. Merci au comité organisateur pour cette belle journée. On va juste parler de bande dessinée, ce qui est absolument génial. J'aurais aimé remercier Boris parce que, enfin, il m'a vraiment très bien mis la table. Planetary est à peu près ce que je vais vous parler. En plus, la série a fini l'année où a commencé The Unwarted. Donc, c'est vraiment génial. Je vais vraiment lire mon texte. Sinon, c'est à peu près sûr que je vais dépasser. Et j'ai envie de vous poser plein de questions. C'est une œuvre vraiment très intéressante, très riche. Donc, je m'intéresserai aux marges dans l'œuvre The Unwarted, commencé en 2009, achevé très récemment en 2015, de Mike Carey et Peter Gross. Au-delà d'un questionnement sur la marginalité sociale et de l'incroyable mise en page de la série, l'intérêt de l'œuvre réside dans son habileté à interroger les frontières de la fiction et ce qui se situe dans la marge de l'imaginaire. Certains personnages s'inscrivent dans la culture de façon si profonde que ces figures semblent parfois prendre vie, tant elles occupent l'espace médiatique et social. Dans cette œuvre, l'omniprésence des médias est particulièrement significative et montre la réception du public à travers des blogs, des forums et les nouvelles télévisées. Spécialiste de littérature et héros underground, le protagoniste entame un parcours à travers l'histoire littéraire, se confrontant autant aux personnages du monstre de Frankenstein que du Léviathan, avec l'imaginaire de la fin qui l'accompagne. Pour bien comprendre chaque mythe rencontré, le héros doit le réancrer dans son contexte historique et son influence sur la culture moderne. Sa quête identitaire lui montre la puissance de la fiction qui donne, avec l'investissement nécessaire, un réel pouvoir hors du monde des livres. Donc, ma première partie, en marge dans la fiction et la réalité. Déjà avec son titre, The Unwarted, propose deux sens à la rupture qu'on retrouvera par la suite dans le reste de la série. D'une part, ce qui demeure dans la marge du médium et qui reste donc à imaginer, demandant implicitement participation au lecteur. D'autre part, que les personnages ne sont eux-mêmes pas encore définis ou dessinés, leur donnant ainsi une plus grande liberté d'évoluer à leur guise et d'adapter une posture critique. Le récit commence en nous présentant le héros qui a sans doute le plus marqué notre imaginaire, Harry Potter, accompagné de ses deux amis sorciers. En entrevue, l'auteur explique la logique de son choix. Je pense qu'on avait besoin d'avoir un archétype iconique au début de l'histoire que tout le monde reconnaîtrait immédiatement et auquel s'identifier. On apprend après quelques pages que le personnage principal est Tom Taylor et que nous lisions le chapitre des aventures de Tommy Taylor que Tom est en train de dédicacer. Son père Wilson est l'auteur de la série très populaire, popularité bien plus grande que l'œuvre de Rowling, et qu'il se serait inspiré de son fils pour créer son héros de l'histoire. Ce qui n'est pas du tout vrai, mais j'y reviendrai. D'emblée, Tom apparaît en marge du héros fictif si populaire et si puissant. Il est quelque peu blasé d'apparaître dans les conventions et de rester dans l'ombre d'un personnage de fiction. Si la principale habileté de Tom est de posséder un savoir encyclopédique sur la cartographie de l'imaginaire, ce qui correspond à beaucoup d'entre nous, Tommy Taylor a pour lui la toute-puissance magique et l'infaillibilité du Chosen One. Ses amis sorciers tiennent d'ailleurs sur lui des propos véritablement louangeurs. Par exemple, il est le meilleur de nous, il sait toujours ce qu'on doit faire. Cependant, Tom est clairement le personnage principal de l'œuvre.
tout l'univers diégétique gravite littéralement autour de lui. Ses deux nouveaux amis, que vous voyez à la gauche, un journaliste roux et une héroïne dickensienne qui possède un savoir comparable au sien et qui a visiblement fait ses devoirs, correspondent évidemment à Ron Weasley et Hermione Granger. Au centre, on retrouve Wilson, son père qui se serait inspiré de Tom pour créer son best-seller. Si Tommy combat le comte Ambrosio en haut à droite, mélange de Voldemort et de Dracula, Tom, lui, est rapidement confronté à Paul Mann, son antagoniste à travers la série, et à un mystérieux groupe occulte appelé la Cabale. Si ce bien étrange dédoublement entre réalité et fiction devient rapidement énigmatique, les réponses se situent entre les deux univers, dont les frontières sont encore au moins stables à ce stade du récit, les deux mondes étant à peu près en parallèle. Sur l'image de gauche, nous avons Tom qui est habillé de façon à passer inaperçu, car déjà au début, il veut fuir sa très grande réputation, et à partir du second tome, il est à la fois recherché par la police pour meurtre et par la Cabale, ce qui est d'autant plus problématique qu'il constitue vraisemblablement le visage le plus ancré dans l'imaginaire collectif. En arrière-plan, nous avons au contraire des fans qui attendent la sortie du prochain tome des aventures de Tommy, costumé en sorcier. On voit de nombreux commentaires partagés sur les réseaux sociaux qui montrent l'importance du personnage magique à leurs yeux. Par exemple, les gens disent que les livres de Tommy ne sont pas la vie réelle. Hey, c'est réel, c'est la vie. Quoi d'autre y a-t-il? Ou encore, n'importe qui spoil le nouveau tome 14 obtiendra une mort immédiate. Juste penser que je devais avertir. Si pour de nombreux lecteurs, la frontière entre fiction et réalité semble quelque peu nébuleuse, elle le devient également pour Tom et nous lecteurs lorsque survient Mingus, sur l'image de droite, le fidèle compagnon de Tommy. La présence du félin laid brise l'opposition monde réel et réaliste, monde fictif et magique à la fin du premier tome. En marge de la réalité, l'univers de Tommy se manifeste. L'identité de Tom devient confuse lorsqu'on apprend qu'il est le fils adoptif de l'écrivain Wilson Taylor. Auparavant, il se croyait son fils naturel, et que ce père adoptif a mené des expériences dans le but d'unifier Tom et Tommy dans l'imaginaire collectif. Le sentiment métaphorique d'être dans l'ombre de la fiction s'accentue donc, de même que son sentiment de marginalité. Bien plus tard dans le récit, lorsqu'il tente de retrouver sa forme humaine à travers les fictions, il apparaît d'abord sous la forme du vilain petit canard, différent des autres. Ça, c'est l'image au centre en bas. Le héros n'est pas le seul à subir la fiction et son décalage identitaire. Le journaliste Savoie se fait mordre par Ambrosio, la némésis de Tommy. Vous voyez sur l'image de droite, quand il découvre sa propre transformation et qu'il comprend pourquoi il ne se sentait pas très bien. Séquence que j'adore, ça finit un chapitre. Lizzie est une autre expérimentation de Wilson Taylor. Par contre, cette dernière sait déjà qu'elle vient du monde fictif de Charles Dickens et a donc connaissance de ses pouvoirs métafictionnels. En complet décalage avec le monde moderne qui utilise des technologies comme le cellulaire, les réseaux sociaux, elle va communiquer à l'aide des livres pour recevoir des informations de Wilson. Comme vous pouvez le voir à l'écran, son chapitre reprend la dynamique des livres dont vous êtes le héros. La plupart des cases nous obligent à choisir entre deux nouvelles cases, des choix qui révèlent au final notre absence de réel pouvoir sur l'histoire des personnages, comme c'est souvent le cas dans ce genre-là. Plusieurs niveaux narratifs commencent déjà à se mettre en place pour mieux nous entraîner à l'intérieur des frontières de la fiction. Si tout récit a besoin d'un auteur, ces marges potentielles ne sont bien visibles que grâce à ses lecteurs. Et c'est ce qui est montré avec la baleine qui envahit le 4e tome. La communauté de lecteurs qui forme l'imaginaire collectif est représentée par un énorme cétacé, le Léviathan, qui se nourrit de mots et permet à tous chacun d'avoir leur perception du monde. La littérature montre bien la subjectivité des visions du monde qui existent parallèlement, de même que les nombreuses lectures pour une œuvre donnée. C'est cette pluralité de lecteurs qui donne progressivement ses pouvoirs magiques à Tom
la structure initiale et étanche de l'œuvre s'ouvre en nous révélant sa porosité, qui est aussi la place que laisse la marge au lecteur. Pour Scott McCloud, la spécificité du médium, de cet art invisible comme lui-même l'appelle, provient des transitions entre les cases qui demandent au lecteur une participation plus ou moins grande afin de compléter le récit. Lorsque nous voyons l'immense baleine composée de tous ces lecteurs qui regardent Tom, nous ne pouvons manquer de nous reconnaître parmi ces figures anonymes. C'est au final notre acte de lecture qui produit l'immersion et qui nous permet, durant le temps de la lecture, de croire au récit et au pouvoir de Tom. À partir du moment où Tom a compris les résonances et les pouvoirs associés à l'acte de lecture, une vraie guerre commence entre lui et la Cabale. Ce groupe s'intéresse au pouvoir de la fiction. Si, comme l'auteur le déclare, les histoires définissent nos perceptions et nous vivons dans nos perceptions plutôt que dans la réalité basique, un groupe contrôlant l'imaginaire acquiert un pouvoir incroyable pouvant influencer nos désirs et nos besoins. Ce groupe, conscient de la menace que représente Tom, décide qu'il doit être éliminé ou recruté. Pour l'isoler et diminuer considérablement ses pouvoirs, la Cabale fait assassiner toutes les personnes ayant eu un lien avec Tom, car le personnage existe grâce à ceux qui l'ancrent dans le réel. Vous pouvez voir sur l'image de droite toutes les tueries qui sont faites. Sont donc éliminés son éditeur, les personnages travaillant avec lui, les filles qu'il a fréquentées, et ne reste plus que sa voix Élysée. Plutôt que de le briser, cette tuerie stimule et enrage Tom. Il se lance immédiatement dans une vendetta, comme il l'indique très clairement, comme vous pouvez voir sur l'image de droite. Dans Harry Potter, la marque des ténèbres, qu'on voit dans le 4e tome, est le signal des mange-morts, des serviteurs de Voldemort. Encore une fois, on sort de la structure classique présentée au début de l'œuvre et du bon héros. Pensons à la plupart des super-héros qui refusent systématiquement de tuer les super-vilains, par exemple Batman et le Joker. Tom n'hésite pas à planter sa baguette dans l'œil du chef de la Cabale ou à invoquer des pseudo-détraqueurs pour se venger des autres membres du groupe. Avant d'arriver à ce groupe, Tom doit d'abord interroger les sbires. Il n'hésite pas à utiliser ses pouvoirs avec éclat jusqu'à en dépasser les limites. Son ami journaliste publie alors un appel à ses lecteurs sur son blog où il écrit la situation, tandis qu'ils sont prisonniers en Antarctique. Comme il le dit si bien, un peu à la manière d'une publicité, « Only you can save Tommy ». Il y a vraiment une instance sur le « you » à travers le texte, écrit en grosses majuscules. Si l'appel est un peu désespéré, le message obtient une réaction immédiate de la communauté des fans. Tom regagne tous ses pouvoirs. Il va alors pouvoir aller sur les meilleurs sites de ses fans pour apprendre sur ses propres pouvoirs. Lui-même les connaît beaucoup moins bien que ses fans peuvent le connaître et qui ont dressé sur des sites une liste assez complète. Et ainsi se préparer à la confrontation qui l'attend. Sensant son arrivée imminente, la Cabale commence à salir ce personnage. Tom possède ses pouvoirs grâce aux mots et aux perceptions entourant Tommy, des lectures donc du héros. La Cabale regroupe donc une armée de lecteurs qui vont faire des lectures l'associant à des symboles négatifs. Par exemple, il remplace Judas assis à la table des apôtres lorsque le Christ annonce « L'un de vous me trahira ». Il est également un pirate infâme au cœur aussi noir que la pierre. Encore un assassin qui, malgré toutes les armes qu'il possède, préfère tuer à main nue. Un héros qui, devant Ambrosio suppliant, n'hésite pas à le tuer, etc., etc. Nous avons donc, dans cette guerre des mots, une très riche opposition. La lecture officielle, idéologique et traditionnelle, qui est représentée par les personnages de l'image de droite, habillés en costume cravate, dans un environnement de lecture classique avec un support livre-papier, contre la communauté de fans numériques, invisibles, hétérogènes et marginalisés. À ce stade, la conclusion de ma première partie est, je l'espère, assez évidente. Une posture underground et marginale se développe durant toute la première partie de l'œuvre, environ les 6 premiers tomes. On sort rapidement de la structure classique initiale, le récit se dédouble, remet en question les frontières de la fiction et de la réalité, les personnages ne sont nullement manichéens. Les deux illustrations montrent un héros marginal et une horde de lecteurs zombifiés, ce qui peut aisément rappeler Neo dans le monde de la Matrice. Passons à la deuxième partie, heureusement plus courte, indétermination, errance et imagination. Si Tom est assurément une réussite pour son père mégalomane, toutes les créations ne sont pas de tels succès. Et encore, la quête identitaire de Tom va l'occuper durant pratiquement toute l'œuvre.
Passons à deux petits exemples. Le 5e tome nous présente le triste destin d'un super-héros renvoyé en marge du récit quand sa popularité de personnage épique en bande dessinée fut passée. Il reste donc prisonnier d'un monde manichéen qui correspond à l'âge d'or du comique de super-héros, où l'ennemi est facilement identifiable et le monde sans nuance. En outre, dans cet âge classique, le temps est cyclique, c'est-à-dire que les personnages ne vieillissaient pas. Si le super-héros apparaît d'abord avec son ancienne jeunesse devant Tom, il est également devenu un personnage réel. On voit donc surgir le poids des années à mesure qu'il discute avec lui et la caricature qu'il est devenu dans le monde réel. Un autre personnage significatif avec cette thématique est bien sûr le monstre de Frankenstein, création d'un père qui ne peut l'accepter étant donné sa nature hybride et pour cette raison monstrueuse. Ayant été créé dans la maison où Wilson a écrit ses livres, un lien l'unit avec Tom qui l'aide dans sa quête avant de sombrer en Antarctique. Certains personnages peuvent ainsi être laissés en marge des histoires, tandis que d'autres occupent le premier plan. Plus le récit avance, plus les niveaux narratifs deviennent importants et, en même temps, très difficiles à établir. La fiction devient instable à cause d'une blessure que Pullman, l'antagoniste de Tom, a infligée au Léviathan dans le but d'entraîner la fin du monde et d'en faire arrêter d'exister. La baleine l'aimant comme antagoniste depuis l'époque de Gilgamesh et ne le laissant pas mourir pour cette raison. La mise en page devient plus ambitieuse, proposant de nouvelles frontières qu'elle ne cesse elle-même de déplacer. Les deux présentes images montrent la quête arthurienne dans laquelle s'engagent les protagonistes, devant atteindre un idéal de pureté pour trouver le Graal. Même avec les meilleures intentions, leur présence contraste, ces personnages étant bien plus problématiques et complexes que ceux de Chrétien de Troyes. Les personnages peuvent se trouver hors de la case, dans la marche, envahis par l'étendue de la fiction qui les contamine alors. C'est le cas de Lizzie, qui s'adresse en princesse vertueuse, qualifiant de prostitution les plaisirs charnels qu'elle a eus avec Tom. Nous l'avons vu dans la première partie, l'univers narratif et merveilleux de Tommy apparaît d'abord en marge de l'univers réaliste et sérieux de Tom. La série questionne rapidement cette opposition binaire et limitée, surtout pour un lecteur qui est très conscient que les deux histoires sont fictives. Dans le 6e tome, alors que Tom s'est effondré dans la neige en Antarctique, complètement épuisé, Tommy lui apparaît à la manière d'Obi-Wan Kenobi dans Star Wars épisode 5 pour lui parler des limites de ses pouvoirs et de son apprentissage. Plus tard, sur l'image de droite, le trio de magiciens s'étonne de la similitude du trio Tom, Savoie, Lizzie et soupçonne un piège du maléfique Ambrosio. Tom répond à Tommy qu'il est basé sur lui, ou précise-t-il ensuite, peut-être est-ce plus exact de dire que nous sommes basés chacun sur l'autre. Il explique que son père voulait qu'il puisse se déplacer entre les mondes, entre réalité et fiction. Cette absence d'ancrage identitaire précis chez notre héros, sa position marginale dans la cartographie de l'imaginaire, sera illustrée lors de son passage au Pays des Merveilles. Le récit de Tom, qui tente de définir son statut particulier de personnage réel dans un monde de fiction, apparaît étonnamment obscur et confus à la logique simple et implacable du chapelier fou. Après la quête du Graal et la folie du pays imaginaire, l'errance atteint son apogée avec l'illustration de l'imaginaire de la Grèce antique et de son premier labyrinthe. La profondeur du Dédale, profondeur en 3 dimensions, illustre l'abîme que peut représenter la fiction. De façon générale, en traversant les frontières des différentes fictions, les personnages se perdent dans la multitude de sens, sans apprendre autant comme direction que comme signification. Si la fiction est abondamment représentée dans l'œuvre, le réel l'est également. Rausch, une autre favorite du Léviathan, possède un enfant de la baleine mythique. À travers son regard, c'est la réalité qu'on observe. Le miroitement de cette séquence place Tom dans une position de marginalité dans la mesure où une autre réalité existe dans ses yeux. Du jeune cétacé, dédoublant ainsi le personnage. Arrivons maintenant à la fin de l'œuvre. Depuis les premières pages du récit, on sait qu'Ambrosio, la némésis de Tommy, veut s'approprier une trompette magique et ainsi déclencher l'apocalypse. Parce qu'il est le méchant du récit, c'est aussi simple que ça. Pullman réussit à faire surgir l'instrument de l'imaginaire grâce au lien unissant Tom et Tommy et à utiliser l'instrument. Ses motivations, comme je l'ai dit, sont plus complexes et intéressantes dans la mesure où il veut s'affranchir de son immortalité
et il ne peut le faire qu'avec la fin de la fiction. Ce faisant, il met fin à la narration qui s'efface progressivement pour rejoindre le blanc de la marge. Seulement, la fiction n'a ni fin ni limite. Une page blanche, c'est une page sur laquelle on peut commencer le dernier chapitre de la série. Tel Sherlock Holmes, que même son auteur n'est parvenu à tuer définitivement, les personnages peuvent ressurgir de la même manière que le phénix renaît tant qu'il se trouve des romanciers pour les faire revivre. Toute la présente œuvre revisite les grandes traditions littéraires. Je vous ai montré quelques exemples, mais il y en a vraiment une pléthore d'autres dans le médium. La fiction peut dépasser le cadre de son architecture pour rejoindre la marge et mieux toucher son lectorat, ce qui, à mon avis, est très bien représenté sur l'image de gauche. Dans le cas précis de notre récit, Wilson enferme à sa demande son fils, Paul Mann, et la marionnettiste Ross dans une histoire de navire qui pourra sombrer sans entraîner la destruction de toute la diégèse. J'ai choisi d'analyser ces bandes dessinées parce que cette œuvre permet d'analyser la marge d'une quantité de manière impressionnante. Outre la posture marginale de Tom et de nombreux personnages qui vont l'accompagner, les médias qui se manifestent périodiquement témoignent des réponses d'une communauté hétérogène de lecteurs en montrant un processus essentiel de l'acte de lecture qui reste généralement en marge du récit lui-même. Le parcours dans la littérature explore les influences et l'intertextualité avec l'association de personnages, de lieux, de thèmes. Chaque fois qu'une frontière immuable semble se mettre en place dans le récit, les personnages semblent devoir la traverser pour remonter aux sources de la fiction, questionnant ainsi la liberté, l'identité, la fiction, la mort, la fin. Autant le récit que la mise en page s'ouvrent à l'imagination et à la participation du lecteur, car à travers cette mise en tension de thématiques comme la réalité, la fiction, le savoir et le pouvoir, la vérité et l'illusion, l'écriture et la lecture, c'est bien toujours au lecteur de savoir situer les marges d'une fiction. Je vous remercie. Merci.